Bonjour, je m'appelle Rémi Coudroy, je travaille dans le service de médecine intensive réanimation au CHU de Poitiers et je vais vous présenter le diaporama sur le diagnostic et la prise en charge d'une exacerbation sévère d'asthme. Un diaporama que nous avons fait de manière conjointe avec le professeur Jean-Damien Ricard de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder. Voici nos liens d'intérêt. Et voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, le diagnostic de l'asthme. Le diagnostic de l'asthme est un diagnostic clinique qui se fait chez un patient qui a un antécédent d'asthme, qui consulte pour dyspnée, qui va présenter des signes de détresse respiratoire aiguë, et je vous renvoie vers l'item 359. Et sur le plan pratique, le patient a une dyspnée sifflante. La première étape va être d'évaluer la sévérité de l'exacerbation d'asthme. Les signes de gravité que l'on peut évaluer dépendent du terrain, c'est-à-dire les patients âgés de plus de 70 ans qui sont déjà venus en réanimation, qui ont déjà été mis sous ventilation mécanique pour de l'asthme, les patients qui ont une corticothérapie par voie orale qui témoigne de la sévérité de la maladie sous-jacente et l'augmentation récente des agonistes bêta-adrénergiques. L'existence d'une pneumopathie infectieuse est également un facteur de gravité. Il y a aussi des signes de gravité cliniques, comme l'existence d'une détresse respiratoire définie par une fréquence respiratoire à 30 ou une bradypnée, un tirage ou un balancement thoraco-abdominal, une parole difficile voire impossible, un silence auscultatoire, des troubles de la vigilance avec une confusion ou une somnolence, une tachycardie supérieure à 120 battements par minute ou une bradycardie, ou un état de choc défini par des marbrures ou une hypotension artérielle. Un des points importants est qu'il ne faut pas mesurer le débit expiratoire de pointe en cas de présence de signes de gravité, car cela peut aggraver la symptomatologie du patient. Le deuxième point, c'est que s'il y a des signes de gravité extrêmes, c'est-à-dire une bradypnée, un balancement thoraco-abdominal, un silence auscultatoire, des troubles de la vigilance quels qu'ils soient, ou une bradycardie, il faut appeler immédiatement le réanimateur pour envisager l'intubation. Les examens paracliniques nécessaires pour évaluer l'exacerbation sévère d'un asthme sont les gaz du sang artériel, uniquement en l'absence de réponse au traitement initial. Ils vont servir à rechercher une hypoxémie définie par une PaO2 inférieure à 80 mm de mercure en air ambiant ou un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 mm de mercure. Il permettra également d'évaluer la capnie. Initialement, les patients sont hypocapniques et si la crise se prolonge, ils deviendront normocapniques. Puis, quand apparaîtront les signes d'épuisement respiratoire, surviendra une hypercapnie avec une acidose respiratoire qui précédera l'arrêt respiratoire. En cas d'hypercapnie ou d'acidose respiratoire, il faudra appeler immédiatement le réanimateur afin d'envisager l'intubation. Autre examen paraclinique nécessaire, c'est la radiographie thoracique car elle permet d'éliminer un diagnostic différentiel comme l'œdème aigu pulmonaire, de rechercher une complication que nous allons voir après et de rechercher une pneumonie, comme on l'a déjà vu, c'est un signe de gravité de la crise. La radiographie thoracique chez le patient asthmatique va se manifester par une distension thoracique, c'est-à-dire une horizontalisation des côtes, un élargissement des espaces intercostaux, une hyperclarté des champs pulmonaires, un aplatissement des coupoles diaphragmatiques et un cœur en goutte. Dans un deuxième temps, et uniquement dans un deuxième temps, il faudra rechercher des facteurs déclenchants à cette crise d'asthme, à cette exacerbation sévère d'asthme, notamment l'existence d'une allergie, via la recherche d'antécédents allergiques, d'une histoire récente d'exposition à un allergène, un pneumallergène, ou de changements récents d'environnement. Il faudra rechercher également une infection respiratoire, virale le plus souvent, mais qui peut être aussi bactérienne. On pourra suspecter une infection bactérienne en cas de syndrome alvéolaire ou de condensation à la radiographie thoracique. On recherchera également la prise de médicaments, notamment les bêta-bloquants, même des collyres, qui nécessiteront leur arrêt et la contre-indication de ce traitement, ou d'aspirine ou d'anti-inflammatoires, qui rentreront dans le cadre d'un syndrome de Widal associant polypose nasio-sinusienne, asthme sévère et intolérance à l'aspirine. On recherchera également l'interrogatoire en reflux gastro-œsophagien qui peut précipiter les crises, l'exposition à des irritants bronchiques comme le tabagisme ou la pollution, et des facteurs psychologiques comme l'anxiété. Le traitement de la crise repose sur 4 points. Tout d'abord, l'oxygénothérapie, qui devra être débutée à un débit élevé, 12 à 15 litres par minute, puis titrée pour obtenir une saturation pulsée en oxygène entre 94 et 98%.
Point important, c'est que s'il existe des signes d'épuisement respiratoire ou une atteinte neurologique, il faudra appeler immédiatement le réanimateur et discuter l'intubation. Pendant que l'oxygénothérapie est mise en place, on va également réaliser un monitorage cardio-tensionnel continu via la mesure de l'oxymétrie de pouls, la surveillance électrocardiographique continue, la mesure de la pression artérielle au brassard et la pose d'un accès veineux. Il faudra bien sûr réaliser des aérosols de bronchodilatateurs, notamment de bêta-2 agonistes adrénergiques, de courte durée d'action, en continu la première heure, en l'absence d'amélioration clinique. On pourra ajouter des anticholinergiques de courte durée d'action, à raison de une nébulisation toutes les 8 heures. Point très important, c'est qu'une corticothérapie systémique devra être débutée dès la première heure par voie orale ou intraveineuse. Elle met quelques heures à agir, elle sera poursuivie pendant 5 à 7 jours et elle permet de diminuer le risque de récidive et la durée d'hospitalisation. Sous traitement, on surveillera d'une part l'efficacité clinique, c'est-à-dire les complications qui peuvent survenir lors des exacerbations sévères d'asthme sont un pneumothorax, et je vous renvoie à l'item 360, et également un pneumomédiastin qui est défini par une bande claire qui va border le médiastin. Cette bande claire témoigne de la présence d'air autour du médiastin, air qui pourra diffuser dans les parties sous-cutanées et former de l'emphysème sous-cutané. Le traitement de fond quotidien de l'asthme va dépendre de la sévérité de la maladie sous-jacente. On définit différents paliers de traitement. Le palier 1, il n'y a pas de traitement de fond. Pour le palier 2, le traitement de fond est un corticoïde inhalé à dose faible. Pour le palier 3, un corticoïde inhalé à dose faible associé à un bêta-2 agoniste de longue durée d'action. Pour le palier 4, un corticoïde inhalé à dose modérée associé à un bêta-2 agoniste de longue durée d'action. Pour le palier 5, un corticoïde inhalé à forte dose associé à un bêta-2 agoniste de longue durée d'action et référer le patient au centre de référence. Point important, c'est que tous les patients devront avoir en permanence un bêta-2 agoniste de courte durée d'action sur eux en cas de crise. Les modalités d'administration des traitements dépendent de la situation. En cas d'exacerbation, les bêta-2 agonistes seront administrés par voie nébulisée et les corticoïdes par voie orale ou intraveineuse. Le traitement de fond sera administré par inhalation, parfois associé à une chambre, parfois associé à un masque, que ce soit pour les bêta-2 agonistes ou les corticoïdes inhalés. En conclusion, l'exacerbation sévère d'asthme est un diagnostic clinique, il faudra rechercher immédiatement des signes de gravité. La gazométrie artérielle permet de mesurer le degré d'hypoxémie et d'évaluer la capnie afin de rechercher une hypercapnie qui est un signe de gravité extrême. La radiographie thoracique permet de rechercher des complications, notamment un pneumothorax et un pneumomédiastin. Le traitement urgent repose sur une oxygénothérapie à fort débit initialement, puis diminuée en fonction de la saturation pulsée en oxygène, l'utilisation de nébulisation de bêta-2 agonistes de courte durée d'action et une corticothérapie systémique. Les patients seront surveillés de manière rapprochée par un monitoring cardio-tensionnel continu lors de l'exacerbation sévère afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. Merci pour votre attention.